c'est pénible. C'est vraiment pénible. Au bout de 20 fois à refaire son panier, au bout de 20 fois, au moment de valider, toujours les mêmes questions, toujours le même doute. Est-ce que les pièces que j'ai mis dans mon panier vont fonctionner correctement ensemble? Est-ce qu'elles sont compatibles? Il y a énormément de pièces sur le marché. Alors entre les pièces qui sont en stock et qui sont intéressantes, entre les pièces qui ne sont pas en stock et qui m'auraient intéressé, à chaque fois, c'est la même chose. Une gearbox, c'est comme une équipe. S'il y a un joueur qui pose problème, ça peut ruiner complètement les performances. Est-ce que j'ai bien défini le type d'upgrade que je voulais faire? Plein de questions, plein de problèmes. Et tout ça ensemble, faut qu'on en discute. IPA, India Pale Ale. C'est une bière qui était brassée par les Britanniques quand ils faisaient la traversée pour aller dans leur colonie en Inde. C'est assez intéressant, ils mettaient énormément de houblon pour aider la bière à se conserver durant toute la durée de la traversée, ce qui fait que cette bière est naturellement plus riche en amertume et te fait beaucoup plus houblonner. Le houblon, c'est du Cascade, un houblon cultivé en France. Je suis fan des houblons français. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. PK74, plus connu sous le nom de CM052. C'est encore une Sima. Eh ouais. Rail latéral qui nous permet de mettre un petit PKA pour viser les deux yeux ouverts. C'est toujours intéressant. Il existe plusieurs types de CM052. Ici, c'est la version bois métal. Il existe une version bois métal cross pliante, mais pas de rail latéral, et une autre version avec cross en polymère. La mire, petite mire ici, qui nous permet de prendre de très bonnes visées. Le clic sort à 350 fps. C'est admis maintenant dans la plupart des associations. Vous ne pourrez pas faire du full si vous êtes au-delà de 350 fps. Pour pouvoir tirer les meilleures performances de cette réplique, les deux modes de tir, semi et full, je la laisse à 350. Avoir les deux modes de tir vont nous permettre de chercher de la réactivité en semi et de la cadence en full. Depuis la dernière vidéo, j'ai acheté un tout petit peu de matos, ce qui va nous permettre aujourd'hui de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour démonter ce type de réplique, il y a une petite subtilité si c'est la première fois. À ce niveau-là, il y a une toute petite vis 6 pans qui va maintenir votre canon externe. Vous aurez juste sur ce modèle à chasser la goupille qui est ici pour pouvoir ouvrir la réplique en deux. Maintenant, on va chasser la goupille. Et voilà, on va travailler nous que sur cette pièce. Pour sortir la gearbox de la réplique, on va déposer la poignée moteur, on va déposer le sélecteur de tir. On va commencer à démonter. J'utilise deux petites boîtes qui vont me permettre de déposer toutes mes pièces. Poignée moteur et sélecteur de tir. Maintenant, on peut retirer la gearbox. Ça vient tout seul. La gearbox est sur la table d'opération. On va pouvoir essayer de démonter tout ça. Alors vous allez voir, ça se fait quand même assez simplement. On va y aller pas à pas, on va regarder tout ensemble. Et n'ayez crainte, si ça gicle un petit peu au début, c'est normal, c'est votre première fois. Avant d'aller plus loin, il va falloir qu'on définisse ensemble un terme, plutôt deux. Qu'est-ce que la réactivité? La réactivité, c'est une mesure de temps. C'est le temps qui va séparer la pression sur la queue de détente et le tir effectif. Ça va être influencé par tous les éléments qu'il y a à l'intérieur de la gearbox. La cadence,
La cadence, qu'est-ce que c'est? La cadence, c'est la répétition. C'est le nombre de fois où vous pouvez répéter un événement dans un laps de temps donné. Alors vous allez voir, ça se fait quand même assez simplement, hein. On va y aller pas à pas, on va regarder tout ensemble. Et n'ayez crainte, si ça gicle un petit peu au début, c'est normal, c'est votre première fois. On va commencer par déposer le moteur. On retire la cage moteur. C'est ça qui est très très intéressant sur les Gearbox V3. C'est la présence de cette fameuse cage moteur qui va nous permettre de tester au fur et à mesure du remontage de la réplique si ça fonctionne correctement. On retire le moteur. Le moteur, en gros, il y en a deux types. High torque, high speed. Le high speed, il permet d'avoir une grande vitesse de rotation, mais un couple assez faible. Le high torque, il est relativement moins rapide que le high speed, mais lui, au démarrage, il développe énormément de couple. Pour choisir une config au niveau de la réactivité, il faut privilégier le high torque. Ici, j'ai pris un high torque. Pourquoi? Simplement, j'ai deux modes de tir, semi et full. Je veux de la réactivité, je veux une cadence correcte, mais surtout de la réactivité. C'est pour ça que je prends le high torque. Si j'avais dû modifier une autre réplique qui tire qu'en full, la PKM, la PKP, j'aurais pris un moteur high speed. Parce que ma réactivité, j'en ai pas besoin. Le moteur high speed, dans ce cas-là, aurait de meilleures performances que mon moteur high torque. Les câbles noirs qui sont ici sont reliés directement au chariot. Ça me permet de brancher mon MOSFET. Ça me permet aussi, comme j'ai mis des câbles qui sont relativement longs, de pouvoir travailler correctement en gardant le corps de la réplique sur le côté. On va retirer la pièce de la sécurité, ce qui nous permet de faire la sélection du mode de tir. C'est largement admis maintenant que, au-delà de 350 fps, on est censé être bloqué en semi. On peut bloquer cette réplique en semi mécaniquement. On va voir ça. Derrière ici, vous avez le selector plate qui vous permet de sélectionner le mode full ou semi. Si vous voulez le retirer pour passer la réplique uniquement en mode semi, c'est ce qu'on verra tout à la fin de la vidéo, parce que ça peut toujours être intéressant de bloquer la RPK en semi. On ne retire pas cette pièce blanche là qui est le selector plate, on va retirer uniquement la pièce de sélection. La pièce de sélection, on la dépose de cette manière. Elle est en deux parties. Ne vous inquiétez pas, il y a un détrompeur qui vous permettra de la remettre dans le bon sens. Donc là, si je remontais la réplique sans cette pièce-là, je serais bloqué en semi uniquement. Avant d'aller plus loin, on va devoir retirer la petite partie qui est ici. C'est un petit cache qui permet de protéger et d'éviter, si vous voyez ici, que des choses viennent se mettre dans les engrenages. Alors ça tombe très bien que je fasse cette vidéo pendant la période des fêtes, parce que finalement ouvrir une gearbox, ça ressemble un peu à ouvrir une huître. Et on va voir ça tout de suite. On va déposer les différentes vis. Elles ne sont pas toutes la même taille. Il y en a deux longues, une moyenne et une petite. Alors jusqu'ici, rien de sorcier. On va ouvrir comme une huître, tout doucement vers l'avant. Hop, vous voyez, ça se soulève déjà un petit peu. Et là, alors, plusieurs écoles. Moi, c'est l'école du bourrin. On soulève, on maintient, tac. Et voilà. L'interne. On va supprimer la tension qu'on a au niveau du ressort. Et voilà. Il ne peut plus rien nous arriver. On va voir ensemble tout ce qu'il y a à l'intérieur. Guide ressort sur roulement. Notre fameux ressort qu'on va changer. Des ressorts, il y en a de plusieurs types. Je vais parler du ressort linéaire et du ressort progressif. Le ressort linéaire, c'est ça. Toutes les spires sont espacées de la même manière. Qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer une force proportionnelle
pour réduire sa taille. Quand on utilise des ressorts linéaires, je vous donne une petite image, pour réduire la taille de ce ressort de 1 cm, on va avoir besoin d'une force de 1. Pour réduire ce ressort de 2 cm, une force de 2. 2 fois supérieure à 1 cm. 3 fois supérieur si on veut le réduire de 3. Et ainsi de suite. Le ressort progressif maintenant, ou non linéaire. Ça va impliquer le fait que les spires ne sont pas répartis de la même manière. Espacés au début, resserrés par la suite. La conséquence, c'est qu'on n'a pas de proportionnalité au niveau de la compression. La compression sur le premier centimètre sera véritablement facile. Dans le cas précédent, 1 de force pour 1 cm. Ici, ce serait peut-être 0,5. Pour le deuxième centimètre, par contre, c'est pas 0,5, c'est plus. On arrive à 0,8. Et ainsi de suite. Plus vous allez sur les ressorts non linéaires essayer de les compresser, plus vous allez avoir besoin d'énergie pour réduire sa taille. Conséquence, plusieurs. Notamment, une facilité de compression dès le départ, ce qui va nous permettre d'obtenir une meilleure réactivité. Les ressorts non linéaires permettent aussi de développer une sorte de couple apparent supérieur au niveau des engrenages. On y reviendra. L'autre conséquence permet aussi une réduction significative de la consommation électrique, vu que vous pouvez augmenter le couple apparent de vos engrenages, vous soulagez votre moteur, vous soulagez la mécanique, et ainsi, vous gagnez en efficacité. Ici, on a la partie pneumatique, avec le nozzle, le tappet plate et son ressort, piston, tête de piston, cylindre, tête de cylindre. On va beaucoup parler d'étanchéité durant cette vidéo. Et pour tester l'étanchéité de cette réplique, hop, on met à l'intérieur notre tête de piston, on bouche et on fait le test de la seringue. Donc ici, on voit bien que notre piston, tête de piston, cylindre, tête de cylindre, c'est parfaitement étanche. On va ajouter le nozzle. Une étanchéité avec le nozzle, ça se teste pas comme ça. Ça se teste avec la tappet plate. On la met en place, on la décale sur le côté et on teste. C'est étanche. L'étanchéité. L'étanchéité, c'est un sujet à part entière. L'étanchéité, c'est la condition sine qua non quand vous commencez à faire de l'upgrade. Si vous voulez modifier à votre guise toutes les autres pièces et que vous n'avez pas une réplique étanche, vous serez véritablement limité dans ce que vous allez pouvoir choisir. Ici, la réplique est étanche. J'utilise un M85 pour obtenir une puissance de 340 fps, ce qui est assez intéressant. Si j'avais une réplique non étanche, je devrais mettre un ressort plus costaud. Là, c'est un M85, je devrais passer peut-être sur un M90, voire un M100, si j'avais quelque chose qui était vraiment vaporeux comme une passoire. Le fait d'avoir une étanchéité correcte vous permet une multitude de choix. Au niveau des engrenages, au niveau de votre moteur, au niveau de vos ressorts, au niveau de votre batterie, bref, l'étanchéité, c'est véritablement la base. Ici, c'est les gears. Pour avoir une bonne cadence et une bonne réactivité, on va devoir faire un très bon calage. Le calage, c'est la base. Il y a une règle d'or. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelques fois et souvent effacez. La petite pièce qui est discrète ici, que je vais retirer, c'est l'anti-retour qui permet à notre gearbox de s'arrêter à un moment bien précis. De ce côté, c'est la queue de détente avec son chariot, la queue de détente en elle-même et son ressort. Le calage, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais il faut quand même qu'on en parle. Ce qui va être important avec un calage, c'est que vos engrenages puissent tourner librement les uns par rapport aux autres, mais qu'ils ne puissent pas avoir assez de liberté
pour rompre les liens de contact qu'ils peuvent avoir. Si vous avez des dents qui sont mal calées, vous allez réduire la durée de vie de vos engrenages et très certainement avoir une casse. Pour vérifier un bon calage, ça se fait toujours avec les vis. On va les remettre en place et on va tester ça. En vérifiant le calage, il ne doit pas y avoir de bruit suspect. Et ça doit tourner véritablement librement, sans aucun point de force. C'est le cas. Les engrenages. Les engrenages, c'est vraiment un sujet vaste. On va parler ratio, déjà. Le ratio d'un engrenage, qu'est-ce que c'est? Le ratio d'un engrenage, finalement, c'est un rapport entre deux diamètres. Si vous avez deux engrenages qui font la même taille, c'est comme si vous n'aviez rien du tout. On voit bien que le bevel gear, spur gear, sector gear n'ont pas du tout la même taille, pas du tout le même nombre de dents. Ce ratio 13:1 que j'ai choisi ici permet au bevel gear de tourner 13 fois pour faire un tour de sector gear. En gros, on tourne 13 fois, on fait un tir. Un 18 pour 1, 18 fois pour un tir, un 32-1, 32 fois pour un tir. Le cas des 100-300 que j'avais utilisé dans la dernière vidéo équivaut à un ratio de 26 pour 1. Mais tout ça, c'est quand on habite en théorie. Ici, c'est le monde réel. Et les engrenages, ils ne tournent pas tout seuls. Vous avez une gearbox, vous n'avez pas un carrousel. Ces engrenages, ils vont être mis sous contrainte de votre ressort. C'est ce ressort-là, avec le couple des engrenages, qui peut poser, dans certains cas, un petit problème. Ici, c'est pas le cas. 350 fps, on a un ressort faible, on a une étanchéité correcte, tout se passe bien. Sur certaines upgrades où on veut augmenter de la réactivité ou de la cadence, le 13.1, c'est pas forcément un choix judicieux. En effet, le 13.1, il a très peu de couple, beaucoup de vitesse, mais peu de couple. Simplement, avec un ressort plus costaud, ça pourrait se trouver contre-productif. Un 18 pour 1 est un peu plus lent, mais beaucoup plus de couple. Donc on soulage la mécanique interne, et au niveau de la cadence de tir, on peut même y gagner. Gardez à l'esprit que le ratio de vos engrenages n'est valable qu'avec un ressort correct et de fait une étanchéité correcte. On va parler pistons. Les pistons, pour les gearbox V2, V3, ici c'est une V3, on peut les trouver sous la forme de 15 dents, 14 dents. Les deux sont compatibles. La différence, si vous regardez ici, c'est que sur le piston vert, c'est un 14 dents, la deuxième dent a été effacée, et sur le piston bleu, il y a effectivement 15 dents. Les deux sont parfaitement compatibles. Le fait d'avoir 14 dents va vous permettre de mieux régler l'angle d'engagement. Maintenant, on va tout remettre à l'intérieur. On va commencer par remettre le tappet plate, piston, il viendra ensuite, et on va continuer comme ça. L'angle d'engagement, c'est la manière dont votre sector gear va attraper la dent et la reculer, la dent du piston. Il faut qu'il y ait une belle surface de contact et non pas que la dent arrive de cette manière-là. Notre partie pneumatique a été remise. On prend notre guide ressort, notre nouveau ressort progressif. On va le prépositionner et maintenant on va remettre la queue de détente. Première partie, son ressort et le chariot. On place le ressort en premier. Hop. On va placer le chariot sur la queue de détente. Il paraît que c'est la partie la plus compliquée pour remonter une gearbox V3. Ça tient. C'est maintenant l'instant de vérité. Comment on referme tout ça? Alors, pas à pas. On place notre guide ressort et notre ressort.
On maintient toujours une tension ici. On passe son doigt ici, qui nous permet cette fois de maintenir. On positionne l'arrière. On tire légèrement pour attraper l'anti-retour. Une fois qu'on est comme ça, on va faire pression ici pour avancer le bloc. On bouge un peu la queue de détente pour se mettre correctement. Et notre gearbox est refermée. Une fois que la gearbox est refermée, on vérifie que tout est en place. On peut la lâcher. On n'a pas encore remis les vis. On va les remettre une par une. Gearbox terminé. On va parler des batteries. Les batteries, vaste sujet aussi. Je le vois assez souvent sur les terrains. J'augmente ma cadence et ma réactivité en changeant la batterie. C'est vrai. C'est bien vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Les batteries, il y en a de plusieurs types. Moi, je vais parler des LiPo. C'est ce que j'utilise le plus souvent. On les caractérise sur deux facteurs. Leur tension, 7,4, 11,1, et le taux de décharge. Le taux de décharge, il est très important. C'est ça qui va permettre à votre batterie d'avoir un boost au démarrage. Le nombre de C, 20, 15, 25, 40, va dépendre de ce que vous avez mis à l'intérieur de votre réplique et surtout de l'effet recherché. Si vous voulez augmenter la réactivité, vous augmentez le nombre de C. Vous augmentez le taux de décharge. Alors, petite dédicace à Vince, qui se reconnaîtra bien évidemment. Seuls ceux qui travaillent dans l'ombre utilisent ça. Ça, c'est une LiPo 11.1 40C. Ça nous permet, à nous qui bricolons assez régulièrement des répliques, de vérifier si tout se passe bien à l'intérieur. C'est le petit test à l'effort, en fait, finalement. Ça fait 2200 mAh. Ça nous permet de ne pas être obligé systématiquement, à la fin d'une petite upgrade, de devoir recharger la batterie. Quand on a plusieurs répliques comme ça sur la table d'opération, qu'on puisse switcher assez rapidement et donc du coup avoir les meilleurs résultats et vérifier que tout tient. Celle-ci, elle fait 40C, donc beaucoup de patates au démarrage. Elle sera pas plus puissante, mais elle donnera une meilleure réactivité par rapport à une LiPo 11.1 20C. Les LiPo 11.1, elles ont des nombres de C différents, mais aussi des capacités différentes. Ici, 2200 mAh. On peut en trouver des 1100 mAh. C'est la quantité totale d'énergie qui est contenue à l'intérieur. Le nombre de C, le taux de décharge, c'est ça qui va donner une patate au démarrage et qui va permettre d'augmenter la réactivité. Une 11.1 20C sera moins réactive qu'une 11.1 30C, 40C, et ce, peu importe le nombre de milliampères-heure qui est noté dessus. Quelle va être la différence entre la 7.4 et la 11.1? La 7.4 va avoir moins de cadence qu'une 11.1. Plus on met de voltage sur un moteur, plus il va tourner vite, plus on aura de cadence. Alors je le pose ici, ça avait fait un petit peu débat. Ici, vous voyez mon montage pour passer en 14/8. En branchant deux LiPo 7.4, on passe en 14/8. On va maintenant programmer le Warfet. On l'utilise en LiPo 11.1 et on va voir ce que ça donne. La carte de programmation du Warfet Gate nous permet notamment de virer ce que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire la LiPo 14/8. On va se remettre en 11.1 et dès qu'on débranche, c'est paramétré. On va mettre notre LiPo. Et c'est ça que j'aime bien sur les Gearbox V3, c'est qu'on peut tester tout de suite. On va parler de quelque chose d'extrêmement important. Tout est important, mais ça, c'est ce qui va vous permettre finalement d'obtenir les meilleurs résultats. Ça, c'est le MOSFET. C'est un MOSFET plug-in. Plug-in par opposition au drop-in. On verra ça plus tard. Les MOSFET plug-in vont se brancher entre votre batterie et votre moteur. Il y en a de différents modèles. Ici, c'est le Warfet de chez Gate. Ce qui est intéressant avec ce Warfet, c'est qu'il a une fonction qu'on va rechercher pour augmenter la réactivité. Cette fonction,
c'est ce qu'on appelle le pré-cooking. Je ne vais pas dire que c'est de la triche, mais simplement, si vous voulez finir un cycle le plus rapidement possible, ce serait idiot de commencer au début. Avec ce MOSFET, vous allez pouvoir sélectionner le moment où vous allez démarrer votre cycle. Imaginez, vous avez un revolver en double action. Vous devez presser sur la queue de détente pour armer le chien, continuer de presser pour que le coup parte. Avec le pré-cocking, c'est comme si à la fin de chaque tir, vous réarmiez votre chien. Vous imaginez bien que de faire du pré-cocking, ça va poser 2-3 petits soucis. C'est des choses qui se réparent assez facilement. Il suffit de mettre une batterie correcte, avec un certain taux de décharge, un ressort progressif, qui va nous permettre d'être plus souple au même tarage, et tout ça va nous permettre d'avoir une bonne réactivité. N'oubliez pas, si vous avez suivi la totalité de ces recommandations, vous avez une très bonne réactivité. Et avoir une très bonne réactivité, c'est 80% d'une bonne cadence. C'est pas trop mal. On fait énormément de cycles. C'est pour ça que j'utilise la Lipo 11.1. Vince se reconnaîtra. Effectivement, ça c'est ce type de lipo qui nous permet, quand on modifie les gearbox, de pouvoir vérifier si sur un nombre de cycles avec un taux de décharge assez élevé, 40C, si tout tient correctement. On va se remettre en semi. C'est pas mal. On peut voir ici la position. Alors je vais me mettre un peu mieux. Là, en vert, on voit la position du piston. Le maximum serait ici. Nous, on s'arrête là. On va modifier pour augmenter le pré-cocking et pour pouvoir avoir une réactivité bien supérieure. On a augmenté le pré-cocking et petit problème. Il y a 2 tirs. On est trop loin. On va recommencer. Voilà. On a le bon pré-cocking. On est quasiment en position arrière. Simplement, il faut que je vous parle de 2-3 trucs sur le pré-cocking. Le pré-cocking va reculer votre piston en position arrière, ce qui va induire le maximum de contraintes à l'intérieur de votre gearbox. Si vous n'avez pas un bon calage, un bon moteur, une bonne batterie derrière, pour pouvoir à ce moment-là tirer le tout petit bout de ressort qui vous manque pour déclencher le tir, vous risquez de bloquer votre réplique dans cette position-là. Le pré-cocking, je saurais trop vous conseiller de le mettre à 75%, pour éviter de vous retrouver en milieu de partie avec une batterie qui serait un peu plus faiblarde, en position bloquée. On m'a apporté pas mal de répliques, en me disant la gearbox est bloquée, quelque chose est pété à l'intérieur. 90% du temps, elle était bloquée dans le mauvais moment cinétique. Ce qui fait que, ici, vous allez avoir besoin d'énormément d'énergie pour reculer le tout petit bout de ressort et pouvoir déclencher le tir. Le fait d'avoir des engrenages 13.1 ici va augmenter ce risque-là. C'est pour ça qu'il vous faut un ressort souple. C'est pour ça qu'il vous faut une très bonne étanchéité. Pour éviter ce type de problème, des grosses lipos comme celle-ci, avec un fort taux de décharge, vont vous permettre, au départ, d'envoyer le coup de boost qui permettra de déclencher votre tir. Le câblage maintenant. Le câblage, c'est aussi quelque chose de très important. De toute manière, quand on commence à modifier les choses, il faut s'intéresser à chaque point de détail. L'essentiel, c'est un détail. Le câblage, il faut le prendre en grosses sections. Rappelez-vous de la loi, U égale RI. Votre tension est égale à la résistance fois son intensité. Si vous avez des fils qui sont trop fins, ils vont chauffer. La connectique, du T-DIN. Vous prenez du T-DIN, ça s'enfonce correctement, ça tient dans le temps, ça évite d'avoir des arcs électriques, des faux contacts. On a tous eu une réplique, elle tire pas, on tape un petit peu dessus, ça bouge un petit peu les cosses à l'intérieur, et ça repart. En T-DIN, il n'y a pas besoin de taper, ça tient. Toutes mes répliques sont câblées en direct. Je soude directement au niveau des 2 cosses moteurs, ça m'évite d'avoir des petits arcs électriques. C'est du câblage argent, alors argent, entendons-nous, c'est du câblage grosse section, câblage argent ou pas, c'est pas ça qui va changer la fin de l'histoire, c'est un détail, mais finalement, c'est les câbles qu'on trouve le plus facilement sur internet. Je vous propose de remonter tout ça, et on se retrouve dehors.
La réplique a remonté, on va pouvoir aller sur le terrain et tester la portée et la précision. Mais qui dit portée, dit système métrique, dit définition du mètre. Le mètre, c'est un 10 millionième de demi-méridien terrestre. C'est précis. Mais moi j'utilise Stanley. Entre Stanley et ma cible, je sais qu'il y a toujours 60 mètres. Faut qu'on parle gameplay maintenant. Ça se joue comment une RPK 74? Moi, je la joue à l'ancienne. Ça me permet de transporter 3 chargeurs d'RPK 74, mais pas que. Je vais utiliser aussi ma petite poche qui me permet d'embarquer 5 chargeurs de la AK-74. Peut toujours être utile. Et comme je suis gourmand, on l'entend, le petit drum qui va me permettre de transporter encore plus de billes. 2000. Allez, on s'équipe et on tire. Me voilà prêt. Le petit chest. 1, 2, 3. La poche de 5. La poche drum. Je passe les poches en premier, je les croise. Et ensuite, je mets mon petit chest. Ce qui me permet de rien perdre tout au long de la partie. LPA dans tout ça. Je suis à 350 FPS. Moi, j'ai pas besoin de PA. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je vous l'ai dit dès le début, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. On va la customiser vite fait, on va la passer à 400 fps, on va la bloquer en semi, et on va rigoler. C'est parti. Je tiens à remercier l'Arbobine, qui m'a permis de développer ma créativité au niveau de la RPK. Là, elle est montée à 400 fps, elle est bloquée en semi. C'est juste pour le délire. On a ici un amplificateur de son, parce que c'est psychologique. Levier d'armement banane. Et là, j'ai campé ma lunette, ma Bellomo 3x9, diamètre 42. Le tout petit magasin qui me permet de tirer en étant allongé. Vous savez, quand on identifie mal un problème, la réponse qu'on veut lui apporter, c'est ni plus ni moins que du hasard. Le fait de bien définir ce que c'est qu'une cadence, ce que c'est qu'une réactivité, nous a permis de choisir des pièces en conséquence. Je ne savais pas choisir un moteur. J'ai pris un moteur high torque. Je ne savais pas choisir des engrenages. J'ai pris des engrenages 13.1. Je ne savais pas choisir mon MOSFET. J'ai pris un MOSFET qui me permet d'avoir du pré-cooking. Je ne savais pas quelle était la différence entre le taux de décharge d'une lipo 11.1, 40C ou 20C. Maintenant, je sais choisir. En faisant tout ça, on a réussi à apporter de la cadence et de la réactivité. Mais gardez bien à l'esprit que c'est la réactivité qui doit primer. Pourquoi? C'est très simple. Si vous avez une bonne réactivité, vous êtes sûr qu'en changeant juste le moteur, vous partirez directement vers le côté cadence. On a dû faire des compromis, on a choisi, on a posé correctement. Aujourd'hui, vous savez choisir, et les doutes, avant de cliquer et avant de valider le panier, j'espère qu'ils ont disparu.